c'est pas une compensation ça. C'est un massacre. C'est là où on a vraiment l'impression d'être des moins que rien, des illettrés ou descendants, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du canal Seine-Nord-Europe ? Moi qui suis originaire de Picardie, à seulement une trentaine de kilomètres du tracé du canal, je l'ai découvert il y a seulement quelques mois, à l'occasion d'une rencontre avec des habitants de Compiègne. Ils m'ont expliqué que ce canal allait traverser toute la région sur 107 km, qu'il serait destiné uniquement au transport de marchandises pour des péniches XXL. Ces citoyens ont décidé de lutter contre ce projet parce qu'il va détruire des hectares de terres agricoles, 3000 exactement. J'ai réalisé que ce chantier titanesque allait dévaster l'environnement, et leur combat de David contre Goliath m'a vraiment touchée. Et je me suis dit, mais c'est fou, mais pourquoi personne ne parle de ce méga canal? Il est pourtant présenté comme le chantier du siècle dans la presse locale et comme l'un des plus grands projets jamais construits en France. Un projet écologique, si on écoute les élus locaux, censé permettre de diminuer le nombre de camions sur l'autoroute du Nord, l'A1, car une partie des marchandises devrait être transportée en bateau et donc diminuer les émissions de CO2. J'ai donc décidé d'aller à la rencontre des habitants touchés de plein fouet par ce projet, celles et ceux qui subissent les conséquences directes sur leurs terres et dénoncent la destruction du vivant. Et avant ça, j'ai demandé à notre cher Mathieu Gilbert de nous faire un petit résumé de l'affaire. Le chantier du siècle dont personne ne parle expliqué en 59 secondes. Ce chantier c'est un méga canal de 107 km de long et 54 mètres de large et je ne ferai aucune blague immature. Ça s'appelle le canal Seine-Nord-Europe et il doit relier Compiègne à Aubin-Chelaubac, faire passer d'énormes péniches et je ne ferai aucune blague immature. Et il ne sera pas ouvert à la plèbe car il a pour projet de créer une route commerciale de la Seine au nord de l'Europe. Parce que ça s'appelle Seine-Nord-Europe en fait. Ce projet est vieux de 50 ans, ce qui n'est jamais vraiment bon signe pour un projet. Et les travaux se sont donc lancés qu'en 2022 parce que c'est un bourbier. Déjà faut creuser 78 millions de mètres cubes de terre, soit 10 tunnels sous la Manche, c'est colossal. Et je ne ferai aucune blague immature, plus il serait composé de 7 écluses. Et là vous me dites, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Bah ça coûte cher, genre 850 millions d'euros pour en faire que 6, et dont certaines feraient 26 mètres de haut, et je ne ferai aucune blague immature. Pour une utilité très contestée, une bétonisation des sols, un impact sur la biodiversité, des expropriations, un village coupé en deux, pour un coût total de 7,3 milliards d'euros dont ils n'ont pas encore tous les financements. Mais bon, quoi qu'il arrive, Xavier Bertrand, qui rêve de ce projet chaque nuit, a dit: le projet est lancé, nous avons définitivement cassé la marche arrière. Ce qui est quand même vachement gonflé. Parmi les premiers habitants touchés, il y a le peuple de loups, comme il s'appelle. À cet endroit, l'Oise va être coupée en deux par le canal. Un côté sera rebouché et l'autre deviendra un bras de rivière mort. Hélène vit ici depuis 10 ans, sur cette péniche qu'elle a aménagée patiemment. Elle y a élevé ses 2 enfants. Elle tient aujourd'hui une boutique à Compiègne avec son compagnon. On a 10 ans de souvenirs de plongeons dans la vieille Oise, de paddle, de promenade au fil de l'eau, de promenade en dehors de l'eau aussi, parce qu'il n'y a pas que la rivière qui est jolie, en fait. Tout le contour, là, ça a déjà été un peu abîmé, mais c'était vraiment sauvage, avec une zone Natura 2000, avec pas mal d'espèces à observer. Je pense que comme toutes les personnes qui s'installent vraiment proche de la nature, il y a un moment donné, sans prétention, on se sent un peu gardien du lieu, et là, on l'abandonne. C'est-à-dire qu'on part, et derrière, ils vont la massacrer. C'est passé par pas mal d'états d'esprit. Et encore maintenant, entre colère et résignation, je pense. Ouais, là, moi, j'en suis à grande tristesse. En fait, je suis en train de compter les semaines avant de partir d'ici et j'avoue que c'est un petit peu difficile. Voilà, j'en suis à... Ouais, pardon. Oh, ça, c'était pas prévu. Non, c'est pas grave. Amoureuse de la nature, elle dénonce ce projet aujourd'hui avant tout pour protéger le vivant et sa beauté. Réhabiliter un endroit pour créer une zone humide, ça m'aurait paru logique. Là, en rebouchant cette rivière, en fait, ils vont délocaliser toute la faune qui est dedans. C'est beaucoup de souvenirs d'enfance, de nostalgie qui vont malheureusement partir, mais bon. Allez, viens. Le lit de la rivière va être coupé ici, puis modifié. Les boucles vont disparaître pour laisser place au nouveau tracé rectiligne. L'eau sera ainsi réorientée dans le canal. Les coupes ont déjà commencé. Dans la zone où on est, ils ont coupé pour creuser le canal. Pourquoi pas? Par contre, ils ont coupé tous les gros arbres qu'il y avait juste là. Il y avait vraiment des pièces qui avaient plus de 300 ans. Là, pour empêcher des personnes de venir squatter les arbres qui pourraient pu retarder les travaux. Et ça a été fait il y a fin d'année avec la protection d'une quinzaine de voitures de gendarmerie. Ça, vous l'avez vu On l'a vu, on pouvait même plus sortir de chez nous, il fallait montrer nos papiers. L'endroit où se trouve la péniche d'Hélène va devenir ce que l'on appelle une zone humide.
Ça fait partie des compensations environnementales du projet. C'est une pratique qui est censée contrebalancer les impacts négatifs d'un projet en mettant en place des actions en faveur de la biodiversité. Leur mot-clé, c'est inspecter, contrôler, ne pas toucher si le système est déjà vivant. Et là, il n'y a pas plus vivant qu'une rivière qui est là depuis 2 siècles, quoi. Ils détruisent une zone naturelle avec un biotope qui fonctionne pour construire un marais qui peut-être fonctionnera. Et pour que tous ces mètres carrés gagnés rentrent dans leur système de compensation. Je vois ça comme des gens qui cochent des cases, qui font des bâtons pour valider administrativement leur boulot. Bon, ce qui m'inquiète, moi, c'est qu'au bout d'un moment, les martins-pêcheurs, les territoires, ils sont pas exponentiels. Donc, à un moment donné, où est-ce qu'ils vont aller, tout cela ? Du point de vue de la biodiversité, une zone humide, au sens de zone humide, effectivement, c'est plus intéressant qu'un simple milieu aquatique. Ce que vous avez aujourd'hui avec la rivière Oise, Oui. elle va être déplacée en fait. On aura le milieu naturel de la rivière Oise qui va être recréé. Côté terre, le projet implique la destruction de plus de 3000 hectares de zones agricoles et naturelles, l'équivalent de 4200 terrains de football, 15 fois la taille de Monaco ou encore 3 fois le bois de Vincennes. Au total, ce seront 78 millions de mètres cubes de terre qui seront terrassés, soit 31 200 piscines olympiques ou 30 pyramides de Gizeh. Ce qui en fait l'un des plus grands travaux d'infrastructure jamais réalisés en France. Un peu plus au nord, on a rencontré Yves. Issu d'une famille d'agriculteurs depuis de nombreuses générations, il cultive notamment du blé, de l'orge, du colza ou encore des betteraves. Ces terres juste en face de sa ferme sont menacées par le tracé du canal. Moi, je suis agriculteur depuis 25 ans, donc j'ai vraiment l'impression que c'est 25 ans de travail qui est balancé en l'air. La ferme, elle existe dans la famille, je crois, depuis aussi longtemps qu'on a pu remonter, c'est-à-dire au début du 19e siècle, les années 1800. C'est plus qu'un élément de patrimoine, c'est notre histoire, voilà. Il se bat depuis plus de 15 ans contre l'administration française pour tenter de garder ses parcelles. En vain, puisqu'il va perdre un quart de sa surface cultivable très prochainement. Mais le plus important pour lui, c'est d'arriver à protéger son village natal, directement impacté par le tracé du canal. La commune d'Ytre sera coupée en deux par une tranchée de 50 mètres de profondeur, soit environ un immeuble de 17 étages et sur une largeur de 200 mètres. Ici, le village, là, le clocher. La ferme de Yves. Ici, Yves et moi, en plein milieu du canal. Et de l'autre côté, le cimetière. Alors la formule de la Société du Canal, c'est de dire que le canal s'insère entre le bourg et son cimetière. La vérité, c'est que c'est une véritable saignée dans notre territoire, parce que 50 mètres de profondeur, c'est plus une insertion. Encore des nouvelles du tribunal administratif. Voilà. Et sinon, pas de nouvelles en dehors de ce simple courrier. Ça, et puis la visite des gendarmes. Voilà, c'est les nouvelles qu'on a de la Société du Canal. Pourtant, sur son site, la Société du Canal assure s'engager à maintenir un dialogue. Il n'est jamais facile de se retrouver dans la situation de devoir céder son bien foncier. La Société du Canal a bien conscience de la charge émotionnelle vécue par les propriétaires qui se voient proposer une indemnisation pour l'acquisition de leurs biens. Et c'est pourquoi la Société du Canal s'impose de respecter 2 principes fondamentaux, l'anticipation et le dialogue. Voilà. La Société du Canal veille à maintenir un dialogue permanent pour accompagner les propriétaires. Voilà, bon. Ça laisse pantois, Et encore, t'es poli. Pour nous, c'est clairement un mensonge. Il y a 0 dialogue, en fait, quoi. Ils sont juste capables de nous envoyer les flics, les gendarmes, faut pas que je dise les flics, et des ordonnances du tribunal administratif. On n'existe pas, pour eux. Ils ont toujours assuré, en 2015, qu'il n'y aurait pas d'interférence sur la nappe, puisque le canal serait totalement étanche. Et c'est là, alors un peu, sans doute par hasard, que j'ai découvert qu'effectivement, il y aurait ici à Ytre une section, peut-être la seule, je ne sais pas bien, sur le canal qui ne serait pas étanche. C'est-à-dire une section où le canal communiquerait librement avec notre nappe phréatique. Ça ne semble pas les gêner. Même notre alimentation en eau, pour eux, c'est pas un grave problème, On a vraiment l'impression d'être des moins que rien, des illettrés ou descendants, voilà. Et alors nous, on est les Gaulois réfractaires, voilà. Bienvenue chez les Gaulois.
Bien qu'elle n'en ait pas vraiment fait la publicité, la Société du Canal confirme cette absence d'étanchéité. Pourtant, quand on s'aventure à lui poser la question... Il a été décidé sur cette courte section qui fait quelques hectomètres en quelque sorte de ne pas étanchéifier le canal à cet endroit-là. Donc il va y avoir effectivement à certaines périodes la nappe va en quelque sorte ressortir dans le canal. À d'autres moments, c'est en revanche le canal qui va réalimenter la nappe. Puisque ça marche dans les deux sens, évidemment. Il n'y a pas de pompage dans les nappes. Je veux dire, c'est pour ça que parfois certains évoquent Sainte-Soline, choses comme ça n'a strictement rien à voir. Le canal, on prélève dans l'eau de surface, qui est l'Oise, où la ressource en eau est abondante. Il y a même des périodes où on arrêtera de prélever dans cette ressource et on mobilisera en fait une retenue d'alimentation en eau construite exprès pour pouvoir effectivement poursuivre l'exploitation du canal. Et donc la retenue d'eau dont il parle sera une méga bassine qui fera l'équivalent de 20 fois Sainte-Soline, soit 5600 piscines olympiques. Elle sera construite sur la commune d'Allen dans la Somme et permettra aux méga péniches de continuer à circuler, même en période de sécheresse. Un peu plus au sud, un petit groupe d'étudiants de l'Université de technologie de Compiègne s'est penché sur le projet. Ils ont décidé de l'étudier avec leurs professeurs dans une démarche scientifique au sein d'un groupe de travail appelé Low-Tech. Ils tentent d'envisager l'ingénierie autrement. Ce jour-là, ils vont faire des repérages sur le premier tronçon du chantier. Là, on a un méga projet qui passe en dessous de notre fenêtre, en fait, quasiment. Et en fait, on a cherché juste à comprendre de quoi il en retournait, avec un petit peu ce warning qu'on avait de « Ah, ok, c'est du transport fluvial, donc intéressant ». Mais là, on voit qu'il y a des mobilisations portées par des collectifs écologistes, etc. Il y a un truc qui cloche. Et donc, en fait, on a creusé de base, de manière très autonome avec les étudiants, le sujet. La démesure, c'est juste des énormes machines qui détruisent la nature et qui aménagent un peu comme dans un jeu de Lego, les territoires, quoi. Ça fait quelques années, 5 ou 6 ans, que et là, vraiment à l'initiative des étudiants, on a lancé une démarche pour faire évoluer la formation d'ingénieurs, parce qu'on avait un certain nombre d'étudiants qui nous ont mis face aux contradictions, nous disant qu'ils trouvaient que la formation qu'on leur proposait était incompatible avec les grands défis environnementaux contemporains. Donc il ne s'agit pas d'être technophobe ou de nier l'importance de la technologie dans le développement des sociétés, mais plutôt de la repositionner dans un rapport socio-technique. Ils font partie de la vingtaine d'enseignants-chercheurs qui a signé une tribune publiée sur Reporter, s'opposant au projet et dénonce un gouffre financier, un anachronisme environnemental. Le slogan du canal, c'est 1 million de camions en moins. Et on voit bien qu'on a un problème évidemment de congestion du réseau routier, notamment sur la 1. Et donc l'idée du canal, c'est de dire, avec effectivement cette nouvelle infrastructure, on peut transférer une partie des camions vers effectivement cette autoroute fluviale. Donc c'est ce qu'on appelle le report modal. Mais ça paraît quand même beaucoup plus complexe que ça quand on creuse un petit peu les choses. C'est que ce qui circule sur le fluvial n'est pas de même nature que ce qui circule sur la route. La logique, elle est clairement commerciale. C'est vraiment de dire, aujourd'hui, comme on prévoit de transporter 17 millions de tonnes sur le canal Seine-Nord-Europe, alors ça équivaut à 1 million de camions. Mais en fait, ça ne veut pas du tout dire qu'on aura 1 million de camions en moins sur la 1. Parce que donc en gros, 17 millions de tonnes, si on charge des camions à X millions de tonnes, ça équivaut à peu près à 1 million de camions. Et c'est comme ça qu'on fait l'équivalence. Mais on se place dans un scénario où dans le futur, on a beaucoup plus de camions. Et dans cette croissance-là, en fait, on va avoir du trafic fluvial en plus aussi. C'est vraiment beaucoup plus un système d'accompagnement de la croissance des flux, à la fois fluviaux et routiers, qu'un report modal comme quelqu'un qui ne travaille pas sur le sujet le comprendrait. Parce qu'en fait, le gros problème aujourd'hui, c'est de dire il y aura moins de camions. Pas du tout, c'est moins de camions en plus. L'idée là du projet Canal Alternatif, si on voulait le faire très simplement, c'est de dire si on faisait pas le méga canal et qu'on récupérait quelques milliards pour travailler sur notre territoire différemment, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Voilà, c'est vraiment et du coup à partir de là, le petit groupe qu'on a constitué très très modestement, l'idée c'est d'esquisser
quelques projets alternatifs comme ça qu'on pourrait à coût de quelques millions ou quelques dizaines de millions enclencher sur le territoire pour faire des choses un peu significatives. On a pensé à une transition du territoire, d'une agriculture industrielle marquée sur la monoproduction, l'export, vers au contraire une agriculture qui ressource un peu plus, centrée sur les besoins territoriaux. Donc l'idée c'est un petit peu de venir adresser les problèmes auxquels prétend répondre le canal Seine-Nord-Europe, déconstruire cette rhétorique technosolutionniste et derrière venir proposer, soumettre à la discussion dans différents espaces d'autres imaginaires. Avec l'espoir que le projet canal s'arrête. Le deuxième espoir que s'il s'arrête, il reste une partie des fonds qui puissent être réorientés ailleurs, qui puissent faire bifurquer en quelque sorte un petit peu la trajectoire qu'on a aujourd'hui, cette logique de méga-projet vers des enjeux un peu plus locaux, modestes. Et effectivement, à un moment, qu'il y en ait qui puissent démarrer, qui puissent commencer à vivre sur le territoire. Et, 29 mars, c'est le jour du grand départ pour Hélène et sa famille. Ils doivent quitter leur emplacement, sous surveillance policière. 300 personnes mobilisées contre ce projet sont venues les soutenir, des amis, des habitants du coin, des chercheurs et même des défenseurs de l'environnement venant d'autres régions de France. Voilà, c'est dur. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse largement notre bateau et ce morceau de rivière. Tout au long du tracé du canal, d'autres personnes, d'autres lieux et d'autres équilibres vont être bousculés. Certains le vivent déjà, d'autres risquent de le vivre bientôt. Alors si je peux formuler un souhait aujourd'hui, c'est celui-ci, que nous restions soudés, que nous continuions à nous soutenir, à nous informer et à protéger celles et ceux qui se retrouvent pris dans ces décisions immenses et absurdes. Ils ne perdent pas l'espoir de réussir un jour à faire stopper ce projet, à l'image de cette lutte victorieuse d'Europa City, un méga centre commercial dans le Val d'Oise qui a été abandonné grâce à une mobilisation citoyenne comme la leur.